Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 9 mars 2023. Une très belle journée de soleil qui anticipe un peu le printemps, on espère. Et puis, voilà. Est-ce que c'est une journée dans laquelle il y a des choses intéressantes, boursièrement parlant? Oui, si vous regardez le graphique du SPY, qui est pratiquement l'indicateur pour l'Amérique du Nord du marché boursier, le SPY aujourd'hui, ben, il est neutre par rapport au prix qu'il a fait depuis quelque temps, enfin, depuis des mois et des mois. Grosso modo, dans la moyenne, il est toujours au même niveau. Mais aujourd'hui en particulier, ben, il avait commencé un peu audacieux à la hausse et puis finalement, il termine actuellement vers la baisse. Il y a toujours des raisons pourquoi ça fait ça. Raisons sérieuses, on ne le sait pas. Mais à propos des taux d'intérêt, hier, la Banque centrale du Canada le monsieur a parlé, le patron de la Banque centrale, et puis finalement, il aurait dû ou augmenter les taux d'intérêt ou ne pas les augmenter. Puis finalement, il a décidé de ne pas les augmenter. Pourquoi? Ben, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a cette vidéo. C'est à peu près, c'est là-dedans. Pourquoi il a fait ça? Mais avant ça, on va vous montrer quelque chose qui est intéressant et qui est arrivé. Regardez ça c'est comment dire, la référence numéro 8 que vous avez. Dans la référence numéro 8, qu'est-ce qu'on vous montre? On vous montre la courbe des taux d'intérêt aux États-Unis. Notez que quand on parle des États-Unis, on parle de l'énorme influence qu'ils ont sur nous. Et donc, finalement, parler d'eux, c'est comme anticiper ce qui arrive chez nous. Donc, la courbe des taux d'intérêt sur la gauche, il vous dit, regardez, que pendant les 3 mois, mettons, si vous investissez de l'argent à 3 mois, ça vous donne quelque chose comme 4,7 à peu près. Ensuite, si vous l'investissez à 2 ans, à peu près c'est la même chose. Par contre, quand vous l'investissez à 5 ans, ben, ça rapporte moins. Et notez bien, ça continue. Si vous mettez 10 ans, ça rapporte encore moins. Et puis finalement, le 20 ans, ça rapporte un peu plus, mais on est très loin de ce que ça rapporte le court terme. Et puis le 30 ans, ben, se retrouve en descendant. Mais ça, il fait toujours ça, depuis toujours. Mais ce qui est important à regarder de ça, c'est que si vous avez le 2 ans, ou si vous voulez, mettons, c'est ça, le 2 ans, ici, 2 ans. Le 2 ans ici, ça rapporte plus que si vous investissez à 10 ans. Donc, ça n'a pas de bon sens parce qu'une courbe des taux d'intérêt, habituellement, est une courbe montante, c'est-à-dire plus on prête de l'argent à l'État à long terme, plus l'État devrait nous payer pour le sacrifice qu'on fait de mettre de l'argent et de leur confier de l'argent. En réalité, la courbe s'est inversée, c'est ça que ça veut dire. Vous avez une inversion de la courbe récente qui se fait, par exemple, entre le 2 ans et le 10 ans. Regardez, le 10 ans, ça rapporte, mettons, mettons, je sais pas, là, du 3,8, alors que le 2 ans, ça vous rapporte du 4,7. Ça s'appelle une inversion de la courbe. Et une inversion de la courbe des taux d'intérêt signifie que, habituellement, on a des troubles à venir. Est-ce que c'est certain? Non, ce n'est pas certain parce que c'est arrivé dans le passé aussi d'avoir une courbe inversée, mais ça durait quelque temps à peine, puis finalement ça finissait, ça mettait normal, c'est-à-dire une courbe normale. C'est quoi une courbe normale? Une courbe normale, c'est quelque chose de comme ça. Regardez, je vais vous montrer, comme ça. Ça, c'est la courbe normale. Mais là, on n'a pas ça du tout. Comme vous voyez, on a une courbe inversée. Le long terme rapporte moins que le court terme. Donc, pourquoi il fait ça? Ben, c'est difficile à expliquer, mais finalement, il y a la hausse des taux d'intérêt finalement fait par M. Powell. Et finalement, ça, vu que lui travaille sur le court terme, parce que la Banque centrale travaille sur le court terme donc rapporte beaucoup, mais le marché en général n'est pas prêt à absorber cette hausse des taux d'intérêt. C'est comme s'il y avait du pessimisme dans l'air sur le travail de M. Powell, ou peut-être il y a d'autres théories qui m'échappent en ce moment. Mais pour vous dire, ça c'est la nouveauté qu'on a pratiquement aujourd'hui ou hier, si vous voulez. À présent, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler au fait que, monsieur, vous avez un produit qui s'appelle ratio dette-revenu. C'est un ratio, donc on prend la dette que les gens ont, divisé par le revenu que les gens ont, et ça donne certains résultats. Pour commencer, je vous cite un exemple. Cet exemple vient de la référence numéro 1. Mais la référence numéro 1, numéro 2 et numéro 3
font essentiellement tous la même chose. Mais pour vous donner un exemple, mettons que on veut avoir une hypothèque et le monsieur de la banque qui nous accorde ou ne nous accorde pas l'hypothèque vérifie un critère qui s'appelle 2836. Je dois vous dire, ce n'est pas catalogué dans la loi 2836. C'est un exemple, mais naturellement, chaque banque peut faire des ratios différents. Donc, 28 à 36, qu'est-ce que ça veut dire? On a, par exemple, un revenu de 45 000 multiplié 0,28, ça donne 12 600 et 45 000 fois 0,36, ça donne 6 200. Donc, ça, c'est le revenu annuel. Et ça nous dit que si on le multiplie par 0,28, mais qu'est-ce que ça représente le 0,28? Ça représente, par exemple, le coût de l'hypothèque qu'on paye, plus finalement les coûts qui vont rattacher à ça. Tandis que le 0,36, ça englobe et l'hypothèque, et plus toutes les dettes qu'on peut avoir et tout ça, plus ce qu'on doit au gouvernement en termes de, enfin, à la ville en tant que telle pour les frais finalement, de la taxe finalement immobilière et puis toutes ces choses-là. Donc, toutes les dépenses. Donc, du point de vue d'une année, là, ça ne doit pas dépasser 12 000, ben, c'est 12 600 $. Est-ce que ça représente 0,28. Donc, il faut que cette hypothèque ne coûte pas plus que 12 600 $ par année et que les autres frais qu'on ajoute à ça, c'est-à-dire les dettes, 16 200 $. Si on veut le faire au mois, le 28-36, donc on a toujours le 45 000 par année, divisé 12 mois, ça fait 3 750 $ par mois, naturellement avant taxe. Hein. Donc 3 750 fois 0,28, c'est 1050. Ça veut dire que l'hypothèque ne devrait pas nous coûter plus que 1050. Et 3 750 fois 0,36, 1350. Donc la différence de 300 $, c'est finalement d'autres dettes qu'on peut avoir, plus d'autres frais, etc. Donc ça, c'est la façon habituellement utilisée pour calculer si on a droit ou non à une hypothèque. À présent, ça c'est intéressant à voir, à savoir. Si vous regardez par exemple la référence 1, comme la référence 2, comme la référence 3, il y a un calculateur, en plus d'avoir l'exemple exactement que je vous mets ici. Les exemples que je vous donne ici, dans ce cas ici, viennent par exemple de Wikipédia ou d'Investopedia et tout ça. Les références sont en anglais, mais vous n'avez, si vous faites ça sur Google, vous n'avez qu'à cliquer pour changer la langue et le traduire en français. Et ça se traduit en français très bien. Et donc, pratiquement, c'est pour ça que je vous les donne en anglais. C'est parce que juste à demander sur Google de le mettre en français, ça vous donne en français. Tandis que si vous prenez l'équivalent fait en France, du sujet n'est pas la même chose. Ils vont parler de leur pays, mais ils ne vont pas parler de nous. C'est ça que ça veut dire. Donc, naturellement, ça serait intéressant de savoir quelle est la dette des Canadiens. Donc, je vous invite à regarder la référence 4. Dans la référence 4, ça vient de Statistique Canada, compte du bilan national et des flux financiers, troisième trimestre 2022, donc à la fin de 2022. On continue. Ici, on va regarder les graphiques. Non, ça va trop vite, là, excuse-moi. Regardez, les graphiques sont intéressants avec explication. Il vous dit variation de la valeur nette nationale selon la composante. À vous de lire tout ça. Moi, je me réfère seulement à un graphique ici. Le graphique 2 vous donne le taux d'épargne des ménages donné décessionnalisé. Vous lisez le texte, c'est facile à comprendre. Ensuite, ça continue. Et nous arrivons à un graphique comme ça. Ça, c'est dette des ménages sur le marché du crédit, flux désaisonnalisé. Tout le texte vous explique tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est ici. Regardez, le graphique 4. Veux-tu cliquer sur le graphique 4, s'il te plaît? Je m'adresse à Graham. Voilà. Ça, c'est le graphique 4. Qu'est-ce qu'il dit, ça? Dette des ménages sur le marché du crédit par rapport aux revenus disponibles des ménages, données désaisonnalisées. C'est troublant de voir ça. Si vous regardez, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'à partir de 1992, c'est ça, la première année qui est là, et là on est rendu au troisième trimestre ou au quatrième du 2022, c'est que la dette des ménages n'a fait que monter. Et elle s'est calmée entre 2014 à peu près jusqu'à 2020.
Après quoi, ben, ça, on a eu une chute, naturellement, qui était due au fait qu'il y avait le virus. Mais finalement, après, là, on est rendu à un sommet. Jamais on a eu, comment dire, un ratio de dette des ménages aussi élevé par rapport aux revenus. Les chiffres comme par exemple, mettons, c'est marqué 1,80 ou 180, ça veut dire que, si vous lisez, regardez, dette des ménages sur le marché du crédit par rapport, donc divisé, par le revenu disponible des ménages. Donc, c'est une moyenne entre donc, la dette et le revenu. Et il dit que c'est pratiquement 180, presque 190. Ça veut dire que, si on lit bien ça, ça veut dire que pour $1 de revenu, j'ai 1,90 de dette. Naturellement, la dette se réfère aussi à l'hypothèque, se réfère à tout ça, mais jamais le Canada a été aussi endetté, au moins dans l'histoire des derniers 30 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ménages sont tellement endettés, et c'est pour ça que le monsieur de la Banque centrale du Canada n'a pas pu augmenter les taux d'intérêt. Parce que s'il augmente les taux d'intérêt, les hypothèques se mettent à augmenter. Notez bien, on était, il y a peut-être un an et demi, on était à un taux d'intérêt de 0,25, alors qu'actuellement, nous sommes rendus à 4,5. Donc, c'est un saut énorme, et donc une sortie de fonds pour chaque ménage qui est énorme par rapport à ce que c'était avant. C'est le risque de faillite pratiquement des foyers. C'est pour ça qu'il ne peut pas se permettre d'augmenter les taux d'intérêt. Naturellement, est-ce que ça nous crée du problème? Le problème, peut-être oui, peut-être non, c'est que les États-Unis, eux, sont apparemment, comme dit M. Powell hier et avant-hier, il parlait devant, je sais pas, un comité du Congrès, et il a dit qu'il allait être sévère avec les taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'il les augmentait encore. Mais donc, si lui, il augmente les taux d'intérêt ici, on ne le fait pas, ben c'est le dollar canadien qui se déprécie. Parce que la valeur du monnaie est basée par rapport au dollar US, est basée sur la différence des taux d'intérêt entre les deux pays. Donc, si ici, on n'augmente pas les taux, mais là-bas, on les augmente, la différence entre le différentiel entre les deux taux grandit et donc le dollar US s'apprécie par rapport au dollar canadien ou, si vous voulez, le dollar canadien se déprécie par rapport au dollar US. Est-ce que c'est mauvais? Oui, c'est mauvais pour les vacances. Ça peut être bon, par exemple, pour je ne sais pas, pour les producteurs canadiens qui vendent aux États-Unis, parce qu'ils payent finalement toutes leurs dépenses en dollars canadiens, mais ils empochent des dollars US en vendant leurs produits. Et le dollar US vaut plus que le dollar canadien, donc ils vont gagner là-dessus. Donc c'est mauvais et pas mauvais, ça dépend un peu des points de vue. Et ça, c'est donc c'est celui-là. C'est un graphique important. Si on clique là-dessus, tu veux cliquer encore, Gary, s'il te plaît, et tu descends, regardez, c'est marqué les statistiques qui sont là. Mettons, troisième trimestre 1992, c'était le 94,4, le ratio. Tandis que ça descend, regardez, avec les dates, et ça ne fait qu'augmenter. On est rendu pratiquement à plus que, pratiquement au double de ce que c'était en 1992. Donc, finalement, les Canadiens sont très endettés. Est-ce que on peut continuer à voir les statistiques là-dessus? Si tu peux continuer, Garou, s'il te plaît. Encore. Le ratio du passif continue. Voilà. Bon, j'essaie de voir s'il y a des graphiques qui peuvent vous intéresser. Mais évidemment, c'est une très belle lecture en français. Ce n'est pas traduit, là. C'est vraiment en français parce que la Bourse du Canada, naturellement, est bilingue. Et ça continue en bas. C'est. Attends, excuse-moi. Peux-tu rester un peu là? Compte du bilan national, indicateur du secteur, indicateur. Non, on ne fait rien là-dedans. On s'en va à voir la référence numéro 5. La référence numéro 5, c'est les indicateurs de vulnérabilité. C'est-à-dire, c'est très intéressant, ces indicateurs-là de vulnérabilité. Là, ça reste comme ça, de cette couleur. Oui, OK. Donc, on peut continuer. Regardez, indicateur relatif au niveau élevé d'endettement des ménages. Donc, c'est quoi qu'il faut regarder? Regardez, il y a toutes les statistiques là-dedans, sans rentrer dans les détails, parce qu'autrement, on passe toute l'après-midi là-dessus. Mais on continue. Juste pour vous dire, c'est une belle lecture. Continuez. Ratio prêt-revenu, on connaît. Ensuite, c'est ça. Finalement, vous avez beaucoup d'informations là-dedans. Regardez. On peut continuer aussi. Et ça s'arrête. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le pourcentage de nouveaux prêts hypothécaires
dont le ratio, c'est pas parce qu'il dit le ratio sur le revenu, enfin, le ratio RSD qui est indiqué ici, hypothécaire est supérieur à 25% à tous les prêts hypothécaires. Finalement, quel est le sens de ça ou quelle est la logique? À vous de le lire, c'est intéressant comme lecture. On continue. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pourcentage des ménages endettés accusant au moins 60 jours de retard dans le remboursement de tout produit à devise. Donc, ça vous donne un peu une idée. À présent, c'était en 2021, c'était bien, mais là, ça recommande le pourcentage reprend. Des gens qui sont incapables de payer finalement pour les dettes qu'ils ont. Si on continue, on va voir par exemple le suivant, le numéro 6, c'est-à-dire les dettes des gouvernements. Regardez la dette du gouvernement du Canada. Jamais a été si haut, regardez, au moins au cours des derniers 10 ans. Mais ça a monté, regardez, en 2021, 2022. On va dire que c'est le COVID, on va dire tout ça, mais quand même, c'est une dette. La dette, elle est là et il faut la payer. Donc, les individus sont très endettés, les citoyens. Le pays est très endetté. Eh bien, c'est pour ça que le monsieur de la Banque centrale du Canada, il dit, OK, je n'augmente pas les taux parce que finalement, c'est trop, en quelque sorte. Et ça, on peut descendre, s'il te plaît. Et il va donner les Government Debt by Country. Si tu cliques là-dessus, voilà. Il va vous donner pays par pays. Donc, le Canada, on a vu, il a par exemple un 1134 qui est ici, tandis que si vous prenez les États-Unis, les États-Unis, ils sont, là, c'est plus gros. Donc, on ne peut pas le comparer. Ce n'est pas des pourcentages, ça. Et donc, tout simplement, ça représente la taille du pays. Mais quand même, il y a de tous les pays qui sont là. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait voir encore? Et on pourrait voir c'est tout, le septième, c'était le septième qu'on a vu. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire, là, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent? C'est que on a eu le pourquoi. Hier, la Banque centrale du Canada n'a pas augmenté les taux parce que les Canadiens sont vraiment endettés et comme jamais ont été endettés. Ensuite, l'autre chose, c'est que finalement, vous avez aussi, à part l'endettement du Canada, vous avez l'endettement, donc excusez-moi, ce sont les individus qui sont très endettés, plus l'État qui est très endetté. Finalement, je ne sais pas si on doit dire merci à M. Trudeau pour tout ça, au moins pour ce qui concerne la dette du gouvernement. Ça, c'est des opinions politiques qu'on peut avoir là-dessus. Et de l'autre côté, la dette des Canadiens est vraiment, vraiment époustouflante. Est-ce que la dette des États-Unis, c'est la même? Probablement oui, mais ici, le but, c'était de vous montrer le Canada. Et voilà, et c'est ça. Donc, pour ce qui concerne le calcul, c'est intéressant. Ça, c'est juste pour votre intérêt personnel. Si vous voulez voir si vous êtes éligible ou non pour des hypothèques ou des choses comme ça. Naturellement, le 2836, ce n'est pas une norme écrite de loi, là. C'est simplement les institutions financières qui appliquent une norme 2836. Ça, vous la trouvez dans la référence 1 et dans la référence 2. À 3, la référence 3, il y a un calculateur. Je pense qu'il vient, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est au Canada. Et ça vous permet de mettre votre revenu, et ça vous donne l'idée quel est votre niveau d'endettement. En réalité, habituellement, on ne veut pas que le niveau d'endettement soit supérieur à 30%. C'est à peu près ça que ça veut dire. Et voilà, et c'est tout pour la journée. Au revoir.